Donc, c'est de là qu'est venue l'idée de la brochure. Au début, ça devait être un dépliant. Ensuite, j'ai suggéré d'élargir un petit peu le message et de fournir un certain nombre de messages qui soient précis et clairs. Et vous allez le voir, c'est ainsi que je les ai conçus. J'espère que je vais être à la hauteur de vos attentes. Alors, la brochure commence par un préambule qui, lui, va discuter d'un certain nombre de choses. Il va présenter la brochure et le message clé de ce préambule tourne autour du régime alimentaire. Comme vous le voyez là, nous sommes tous d'accord que pour le diabétique, il ne faut pas parler de régime, ça veut dire restriction, etc., etc. Je ne suis pas tellement de cet avis. On peut parler de régime alimentaire et ne pas de parler de régime tout court. Le régime alimentaire qui reste, que l'on le veuille ou non, la base du traitement. La base du traitement chez le diabétique de type 2, j'entends, bien sûr chez le diabétique de type 1 aussi, mais non, essentiellement chez le diabétique de type 2. Et cette base du traitement va nous emmener vers un exercice de conviction et de persuasion vis-à-vis du patient, vis-à-vis du malade, qui, lui, va devoir changer son mode de vie d'une manière ou d'une autre, tout en restant compliant aux directives que va lui produire ou lui prodiguer le médecin. Et c'est ce qui me fait écrire juste en dessous, rester souple dans ses prescriptions. Il est clair que si l'on veut obtenir une compliance de la part du malade, du patient, il faut lui donner un message qui soit perceptible et qui soit adapté à son quotidien. Et c'est pourquoi on dit en arabe « Ida aratta an tuta' fa'mur bima yustata'». Si jamais tu as envie qu'on t'obéisse, eh bien, il faut donner des recommandations qui soient praticables. Sinon, on ne peut pas t'obéir. Ça, c'est la première page, c'est le préambule. Ensuite, la deuxième page de la brochure englobe le sommaire. Et au niveau de ce sommaire, je vais indiquer que la brochure tourne autour de 7 questions finalement. Et ces 7 questions tournent elles aussi. Attendez, pardon, il y a quelque chose qui. Voilà, c'est ça. Les 7 questions tournent autour d'une seule question qui est la 4e. Et j'aime bien cette image qui fait que nous avons 7 choses et la principale est celle du milieu. 3 de ce côté, 3 de ce côté, celle du milieu est la plus importante. C'est la mise en œuvre pratique et c'est le message principal que nous allons passer dans cette brochure. La troisième page pose la première question. Quel est mon problème et comment le résoudre? C'est-à-dire que le patient, avant de recevoir les directives, avant de recevoir les recommandations de son médecin ou l'éducation thérapeutique de son médecin, il doit comprendre un certain nombre de choses. Il doit avoir un certain nombre de prérequis. Et justement, cela me fait parler aujourd'hui devant vous tous d'un devoir qui nous incombe à nous tous, et pas qu'à vous tous, mais à nous tous. Un devoir essentiel, c'est le devoir de tout médecin qui est l'information. Informer le patient. Merci. Merci de venir à mon secours. Alors, l'information du patient est très, très importante. C'est un droit. Et malheureusement, nous avons tendance à l'oublier en tant que médecin. Et cela n'est pas normal.
le patient, pour qu'il choisisse son traitement, pour qu'il adhère à son traitement, les choses doivent être claires dans sa tête. Et donc, il n'est pas inutile pour tout médecin de réserver quelques minutes, sinon un petit peu plus, à son patient pour lui donner l'information aussi complète que possible, pour que lui, quand il choisit la décision, quand il prend une décision, quand il choisit son traitement, parce que c'est à lui de choisir son traitement, ce n'est pas à vous de lui imposer, à ce moment-là, il le choisit en son toute connaissance de cause. Et donc, l'information du patient diabétique doit concerner 3 choses. Elle doit concerner la maladie, le patient doit connaître sa maladie, elle doit concerner le traitement de sa maladie, quelles sont les différentes manières de traiter sa maladie pour que lui, il puisse adhérer à celle qui va le plus avec lui et qui s'adapte le mieux avec son quotidien. Et ensuite, il doit recevoir une information par rapport à la surveillance de sa maladie. N'oublions pas que nous sommes devant une maladie chronique qu'il va devoir traîner jusqu'à la fin de ses jours. Alors la page suivante concerne une autre question, c'est pourquoi dois-je faire attention à ce que je mange? Puisque nous parlons d'alimentation, il va bien falloir discuter de cela. Et donc, pourquoi faire attention? Tout simplement, chez le diabétique, il y a 2 risques. Bon, il y en a plus, nous sommes tous conscients de cela, mais par rapport à l'alimentation, il y a 2 risques. Il y a le risque de l'hyperglycémie et le risque de l'hypoglycémie. Et donc, il va falloir lui expliquer qu'est-ce qu'il court comme danger quand il augmente sa glycémie par l'alimentation et qu'est-ce qu'il court comme risque quand il est en hypoglycémie, quand il ne mange pas suffisamment ou quand il s'injecte l'insuline, puisque nous sommes dans le cadre du diabétique type 2 qui s'injecte l'insuline. Quand il s'injecte l'insuline, quel est le danger qu'il court si jamais il ne mange pas après son injection? Et d'où il va falloir lui parler du rôle de l'insuline. Et le rôle de l'insuline, il va falloir lui expliquer de façon très très simple pour qu'il puisse justement l'intégrer. La page suivante est une page de remarques. Et je l'ai réservée à un rappel pour dire que même si on parle d'alimentation, il est clair que nous n'oublions pas le rôle crucial que représente l'activité physique chez tout patient diabétique. Et tout cela pour résumer et dire qu'il y a un mot-clé qu'il ne faut jamais oublier. Quand on parle d'activité physique, il ne s'agit pas nécessairement de sport ou d'effort physique intense, mais uniquement le mot-clé, bannir la sédentarité. Et le bannissement de la sédentarité peut nous faire énormément de bien. Et je vais m'excuser, je vais faire quelques mouvements devant vous qui ne viennent pas à la tête systématiquement, car quand moi-même sur la diapositive, ça n'existe pas sur la brochure, mais c'est une agrémentation du diaporama, j'ai mis la natation, j'ai mis les espadrilles pour marcher et j'ai mis le vélo. C'est ça à quoi part et va notre esprit quand on pense à l'activité physique. L'activité physique, ce n'est pas uniquement les jambes, hein. Ça peut être aussi les mains et les mouvements que je voudrais faire devant vous, c'est ça. Ils vous disent, j'ai mal au genou, je ne peux pas marcher, je suis obèse, eh bien asseyez-vous sur votre lit le matin et faites quelques mouvements d'haltérophilie sans rien dans la main. Et vous en faites 10, vous transpirez déjà, c'est déjà pas mal. Avec une synchronisation avec la respiration, c'est de l'activité physique qui compte. D'accord? Donc très très bien. Ensuite, il y a une autre question qui vient. Que veut dire manger équilibré? Manger équilibré, parce que c'est facile de dire « Ah, il faut que vous mangiez équilibré, il faut que ce soit varié. »
Mais donnez-moi des détails, montrez-moi, expliquez-moi comment faire. Ben, justement, moi qui vais m'injecter de l'insuline tous les jours, il va falloir que j'adapte mon alimentation par rapport aux injections d'insuline que je vais faire, qu'elles soient basales ou qu'elles soient bolus ou n'importe quoi, ou qu'elles soient prémixées. L'essentiel, c'est de pouvoir adapter l'alimentation à la dose d'insuline que je vais m'injecter. Mais également, adapter la dose d'insuline à ce que je vais manger. Et c'est mutuel et réciproque. Donc, il y a un apprentissage de l'ajustement alimentaire. Je mets devant vous les 55, 30, 15. Ce n'est pas dans la brochure. Mais si, peut-être, c'est dans la brochure. Mais qu'est-ce que ça veut dire 55, 30, 15 ? 55% de glucides, 30% de lipides, 15% de protéines. Comment je vais compter, moi, tout ça? Comment je vais apprendre à mon malade à faire tout ça? Moi, je veux bien adhérer aux recommandations internationales. Mais إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. Le patient, comment voulez-vous qu'il calcule les 55% de glucides? Et ensuite, vous lui dites il faut mettre plus de glucides d'absorption lente que de glucides d'absorption. Donc, c'est quelque chose qui devrait être révisé dans notre message. Et dans ce cadre-là, je précise une chose, c'est que le message que je passe personnellement et que j'ai essayé de passer dans la brochure, c'est qu'il n'y a pas de restriction particulière pour le diabétique de type 2. La seule restriction est dans la quantité. Elle n'est pas dans la qualité. Et c'est un message fort que je désire aujourd'hui faire passer, que je souhaite faire passer. Bien sûr, il y a deux mots-clés qu'il faut retenir. Quand on dit qu'il n'y a pas de restriction, ça peut être interprété de mauvaise manière. Et donc, j'ai besoin de passer deux mots-clés comme message, et c'est la régularité et la stabilité. La régularité dans l'alimentation et la stabilité dans la vie de tous les jours. Et on va le revoir tout à l'heure, juste après, ici, dans la question qui suit. Alors, c'est la pratique, justement. Comment procéder d'un point de vue pratique? Et c'est ce que j'ai appelé et que j'aime appeler toujours les 7 commandements de la nutrition moderne. Les 7 commandements de la nutrition moderne. Je vais en présenter les 4 premiers et ensuite on ira vers les... Parce que tout ne pouvait pas tenir sur la même diapositive uniquement, c'est une question de logistique. Donc, les 4 premiers sont les suivants. Ils vont s'afficher devant vous et on va les détailler un à un si vous le voulez bien. Ils sont là. Le premier, respecter la répartition journalière des repas. Donc on va manger 3 ou 4 fois par jour, ça dépend du diabétique, comment il s'injecte, qu'est-ce qu'il s'injecte. L'essentiel, c'est qu'on va respecter les horaires. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va fractionner des repas, fractionnement des repas avec en 3 repas principaux et plus ou moins 2 collations. Ça, c'est la première chose qui nous explique le respect de la répartition journalière. Ensuite, le deuxième message à passer dans ce commandement, c'est un petit chouïa à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire manger? Manger équilibré. Je mange un petit peu sans jamais me goinfrer. C'est ce que ça veut dire, ça. Le troisième petit message, un peu de tout à chaque fois. Un peu de tout tous les jours. Pardon. Un peu de tout tous les jours. C'est-à-dire que je dois manger des protéines, des lipides, des glucides, tous les jours, et un petit peu, pas beaucoup. Parce que je joue sur la quantité et non pas sur... Et ça va me permettre de diminuer les doses d'insuline. Je suis un diabétique de type 2 et non pas un diabétique de type 1. Ensuite, il y a un message capital à sortir, c'est l'arrêt du grignotage. Je ne grignote pas, je ne mange pas entre les repas. Et enfin, un 5e petit message, et pour chaque commandement, vous aurez 5 petits messages à délivrer. Le dernier des messages pour le respect de la répartition journalière, c'est jamais de repas tardif. Jamais. Quand je dis jamais, c'est très péjoratif. Que jamais, c'est inapplicable. Mais tant qu'on peut.
tant qu'on peut. Donc on va essayer de limiter les repas à 3 par jour. Si on doit ajouter une petite collation, ce n'est pas très grave, mais à condition de ne pas manger au-delà de 19h, 19h30. Et de dormir avec le ventre plein. Non, il faut dormir avec le ventre à moitié vide. Alors le deuxième commandement, c'est veiller à manger dans le calme. Rappelez-vous, la régularité et la stabilité sont les deux mots-clés. Donc, veiller à manger dans le calme, c'est une chose qui est très difficile à mettre en œuvre. C'est vrai. Donc, les 5 petits messages que je vais délivrer à ce sujet-là sont ne jamais être pressé, s'asseoir pour manger, ne jamais manger debout, mâcher correctement, cela sous-entend avoir une bonne dentition et une bonne hygiène bucco-dentaire. Donc, le message est passé de façon tacite. Ne jamais se resservir. Et c'est le problème, c'est notre gros problème quand on va à des congrès, quand on va à des réunions mondaines. Les diabétiques aussi ont le droit d'y aller. Et donc, quand ils sont confrontés à un buffet qui prend toutes les victuailles possibles et imaginables, ils sont tentés de se resservir. Et donc, si nous, médecins, ne pouvons pas nous empêcher de nous resservir, ben comment allons-nous convaincre nos patients diabétiques pour qu'ils ne se resservent pas? Et enfin, il y a un dernier petit message à délivrer, c'est qu'ils doivent préparer des plats de bonne qualité. Il ne faut pas manger n'importe quoi. Il faut manger quelque chose que j'aime, pour prendre plaisir à manger peut-être à sa faim, mais sans jamais exagérer. Troisième message à passer, c'est boire en quantité suffisante. Je crois que je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. C'est quelque chose qui est acquise pour tout le monde. La boisson doit être abondante. Mais quelle boisson? 1,5 à 2 litres par jour, à condition qu'on ne soit pas en insuffisance cardiaque, en insuffisance rénale. Je veux bien ne pas rentrer dans ces détails et vous allez me l'accorder. Mais généralement, nous délivrons le message de 1,5 litre, 2 litres par jour. De quoi? D'eau. Bien sûr, pas d'autre chose. Aussi bien pendant qu'entre les repas, même s'il est classique de dire que pendant les repas, ce n'est pas très bien de boire. Si on peut ne pas boire, c'est tant mieux. Si on doit boire, on peut le faire, il n'y a aucun problème. Avant les repas, c'est un petit peu mieux. Il faut dire bye-bye au soda et autres limonades. Et bye-bye, peut-être c'est un mot trop gentil. Il faut dire quelque chose d'autre, de plus fort. En tout cas, c'est barré en rouge. Ouais. C'est barré en rouge. Limiter sa consommation de thé et de café, bien sûr, on peut en consommer, il n'y a aucun problème. Hier, j'ai été agréablement surpris d'entendre le professeur Venasius dire 3 tasses de café par jour pour éviter l'astéatose hépatique, c'est magnifique. Donc, limiter sa consommation, on ne peut pas aller au-delà de 5 tasses de café. Parce qu'à ce moment-là, on joue sur la sensibilité à l'insuline et on commence à être sujet à faire des hypoglycémies ou des hyperglycémies inattendues. Et enfin, privilégier les bouillons et de légumes si jamais on veut boire autre chose que de l'eau. 4e commandement, éviter les aliments trop sucrés. Ceci est une évidence pour nous tous. Et les 5 petits messages que je passerai, c'est éviter au maximum les bonbons et les pâtisseries. Et je dis bien au maximum parce qu'il n'y a pas de restriction absolue. Et donc, on peut y aller doucement, doucement. Préférer le pain complet ou le pain au son. Vous êtes d'accord avec moi? Privilégier les légumes et les fruits. Manger, et nous reparlerons des fruits tout à l'heure, manger des fruits en dessert ou en collation. Et enfin, éviter les produits light ou édulcorés. Et là, ça commence à être acquis dans les milieux scientifiques, peut-être que plus largement dans les années à venir dans les autres milieux. Les 3 autres commandements sont les suivants. Ils sont apparus là à gauche et on va les détailler. 5. Bannir les aliments trop gras. Alors, souvenez-vous, j'ai dit tout à l'heure, éviter les produits trop sucrés. Et là, je dis bannir. Bannir les aliments trop gras, avec 5 petits messages encore une fois.
éviter les sauces et les charcuteries, même halal, couper les vinaigrettes avec de l'eau, privilégier les huiles végétales crues, essentiellement l'huile d'olive. Mais quand on dit l'huile d'olive, j'ai vu des patients qui entendent parler de l'huile d'olive et de ses vertus et qui commencent à en boire des litres et des litres. C'est pas normal parce que là, vous allez dépasser vos capacités d'intégration, mais aussi vos capacités caloriques. Et donc, l'huile d'olive fait grossir comme n'importe quelle autre huile. Donc, il ne faut pas en abuser. D'accord? Donc, privilégier les huiles végétales, oui, mais pas en dépassant les limites requises. Proscrire les margarines dures, et ça c'est quelque chose que nous ne connaissons pas ou que la majorité parmi nous ne connaissent pas. Les margarines qui sont enveloppées dans du papier, il faut les éviter parce qu'elles sont riches en acides gras saturés. Et c'est pour ça qu'on peut les mettre dans le papier, parce qu'elles restent dures. Et enfin, opter pour les modes de cuisson sans gras, cuisson au four, cuisson à la papillote, cuisson à la vapeur, sans gras, autant que possible. Si on met un petit peu de gras cru à la fin, de l'huile d'olive à la fin, c'est encore meilleur et ça donne du goût pour adhérer justement à ce que nous disions tout à l'heure, préparer des plats qui soient intéressants et bons à manger. Ensuite, garantir sa ration en calcium, c'est le 6e point. C'est un point crucial également. Les 5 petits messages, écrémé ou demi-écrémé le matin, prendre une portion de fromage à midi, prendre un yaourt ou du fromage blanc au dîner, et donc à chaque repas, tout simplement, et manger les autres aliments riches en calcium. Et je ne sais pas si vous avez une idée de quels sont les aliments qui sont riches en calcium en dehors des produits laitiers. Je vais vous en donner 3, et ensuite vous pouvez en chercher, il y en a d'autres, bien sûr, mais il y a les sardines à l'huile, la cannelle et le gombos. Le mwema ou l'okhia, c'est quelque chose de très 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 bon et qui peut éventuellement nous rendre service du point de vue calcium, surtout que maintenant il y a une grande polémique sur l'absorption du calcium laitier, est-ce qu'elle se fait correctement ou pas, etc., etc. Enfin, le dernier message ou le dernier commandement que je voudrais vous présenter, c'est privilégier les aliments riches en fibres, non seulement parce que ça améliore la qualité du transit intestinal, mais surtout parce que ça participe à la modulation et à la baisse de l'index glycémique des aliments et que ça permet d'éviter un certain nombre d'excursions glycémiques. Alors, cela veut dire qu'il va falloir privilégier les fruits frais avec peau. Je ne sais pas si vous mangez, vous, les figues avec la peau ou sans la peau. Personnellement, moi, je préfère avec la peau et c'est très très bon. Je ne vous demande pas de manger la pastèque avec la peau, mais au moins avec les pépins. Ah, c'est très très bon. Les pépins de pastèque, vous les mangez bien quand ils sont faits chez le Mouzrea, chez le marchand de pépites. Vous les mangez. Et c'est super salé. Le noir. Non, avec c'est de la citrouille que vous mangez que le noyau. Mais elle n'a pas de noyau. Elle est dure. Bref, même pour les pastèques fraîches, c'est très très bon. Pour les raisins également, vous mangez avec les pépins et avec la peau. Et le diabétique a le droit de manger des raisins. Bien sûr, pas 1,5 kg, mais quelques grains. Et ça lui permet de lui enlever sa passion pour ça et qu'il n'a plus trop envie d'en manger. Il y a les asperges, vous les voyez bien sûr, les fruits secs, les légumes, les légumineuses et les céréales complètes, pain, riz, pâtes, de préférence complet, pour que justement il y ait cet effet d'absorption du glucose de façon plus lente. Maintenant, puisque nous sommes chez quelqu'un qui s'injecte de l'insuline,
il est clair que je vais me poser une question, comment adapter mes doses d'insuline? Ben, je ne vais pas donner trop de détails là-dessus parce que chaque cas de diabétique est un cas, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais un message clé, c'est la nécessité de la concertation avec le médecin. Et donc, ton médecin, en tant que diabétique, tu dois aller le voir pour que l'adaptation des doses d'insuline par rapport à ton alimentation et l'adaptation de ton alimentation par rapport aux doses d'insuline se fasse dans les meilleures conditions. Ensuite, il y a un intérêt majeur des cycles glycémiques parce que je vais demander à mon diabétique de se faire piquer plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine. Il va falloir qu'il comprenne pourquoi. Sinon il ne va pas adhérer. Et le cycle glycémique, je vous le présente là-dessus, il n'existe pas sur la brochure, mais gage à tout médecin de le présenter au diabétique et de lui montrer comment peut-il éventuellement le réaliser pour le rapporter avec lui le jour de la consultation et de pouvoir faire là où il y a un clignotant vert, ça veut dire qu'on fait une glycémie. Mais on peut moduler les cycles en fonction de la situation particulière de chaque diabétique. Là, ce n'est qu'un exemple de cycle glycémique. Vous en avez 3 par semaine. Lundi et mardi, ça fait un cycle complet. Mercredi et jeudi, ça fait un cycle complet. Et vendredi et samedi, ça fait un cycle complet. Mais on peut changer les horaires des recherches glycémiques. Maintenant, la question qui suit, que puis-je manger en cas de petit creux? C'est vrai que j'ai dit qu'il ne fallait pas que le diabétique mange entre les repas, mais il peut se retrouver dans une situation d'hypoglycémie ou de pseudo-hypoglycémie ou qu'il se sente mal et qu'il ait besoin de se mettre sous la dent quelque chose. La première chose à laquelle il faut penser, détrompez-vous, la première chose à laquelle il faut qu'il pense, c'est penser à boire. Et à boire quoi? Eh bien, à boire de l'eau plate, de l'eau gazeuse, de nature ou aromatisée, peu importe, une boisson chaude, sans sucre bien sûr, du thé, du café. L'essentiel, c'est de mettre quelque chose dans le ventre et de voir si le petit creux va disparaître. Et s'il ne disparaît pas, je pense à autre chose, un laitage, un aliment protéique, un fruit, des crudités, etc., etc. Alors, puisqu'on parle des fruits et que vous soulevez l'intérêt des fruits, je pense que c'est la dernière question que je vais poser. Puis-je consommer tous les fruits? Naturellement, oui. Et je le dis avec force. Naturellement, oui. Avant, on disait non, le diabétique, banane. La banane, non. La figue, non. Allez. Et il se culpabilise, il vient vous voir en consultation et vous dit oh, docteur, cet été j'ai mangé beaucoup de pastèques. Combien tu en as mangé? 1 kilo? 3/4 de kilo? 750 grammes? Eh bien, dites-vous bien que je vais vous donner une petite comparaison. Vous prenez un bol de céréales de 50 grammes. Cornflakes ou quelque chose pareil, sans qu'il y ait du sucre dedans, que la céréale soufflée, sans sucre. Et vous prenez 750 grammes de pastèque, c'est exactement le même effet hyperglycémique. 50 grammes et 750 grammes. Alors pourquoi mettre la pastèque dans le box des accusés? Sachant que personne d'entre nous ne mange 750 grammes de pastèque en une seule fois. D'accord? Donc il y a des choses à corriger, comme des messages à corriger pour le diabétique. Il peut prendre une pomme avec la peau, à condition de bien la laver. Pas l'orange, pas la banane. Il y a quelqu'un qui m'a dit, la banane est très très bonne, sauf que le noyau est trop gros. Parce qu'il a mangé la peau. Donc il faut corriger ces messages, s'il vous plaît. Je dis qu'il n'y a pas de restriction, oui, mais bon, dans des limites raisonnables. Ensuite, j'ai terminé mon temps, je l'ai dépassé, je vous ai prévenu.
Ensuite, j'ai terminé ma brochure. Et là, ce sont des pages de renvoi. Parce qu'à chaque fois que j'avais mis un petit message, j'ai mis un petit astérix pour renvoyer, numéroter, pour renvoyer à une explication si jamais le diabétique ne comprend pas le message en résumé, il va aller voir l'explication. Et ça fait 3 pages de renvoi pour mieux comprendre. Je ne donne pas de détails là. Et je vais directement à cet appel-là. J'ai besoin d'envoyer cet appel, de lancer cet appel aujourd'hui. J'ai proposé un certain nombre de recettes pour le diabétique qui sont très très bonnes, très appétissantes, pour dire qu'il n'y a pas de restriction pour le diabétique à condition qu'il ne mange pas plus qu'il ne faut, à condition qu'il ne mange pas jusqu'au point de se goinfrer. Et donc l'appel que je lance, ici en milieu marocain, en milieu maghrébin, en milieu africain, sortez-nous s'il vous plaît, aux diététiciens, aux nutritionnistes, aux médecins, sortez-nous s'il vous plaît des recettes qui s'adaptent à notre contexte. Sortez-moi un tagine. Moi je ne suis pas un expert en cuisine, mais qu'on trouve des experts qui nous sortent en collaboration avec le médecin, en collaboration avec le nutritionniste, en collaboration avec les diététiciens, pour que l'on puisse sortir des repas qui soient bons à manger, qui nous donnent du plaisir et qui n'aillent pas à l'encontre de notre santé et de notre bien-être. Alors voilà les différentes recettes que j'ai proposées. Aubergines farcies, tagine aux aubergines, courgettes au four, poulet farci aux champignons, filet... abricots au plat, flan aux œufs. Tout ça pour vous dire que après avoir travaillé là-dessus, et ça c'est un travail qui a duré 1 an avec les laboratoires Sanofi, que je remercie d'avoir eu cette idée, c'est un travail auquel je réfléchis depuis des années, depuis que j'ai commencé ma diabétologie. Je ne dirais pas depuis quand, mais ça fait un petit peu plus qu'un quart de siècle. Et donc, j'ai eu le temps de me faire une idée. Et là, je vais conclure sur un résumé. Un résumé qui me semble crucial. Une fois, j'étais avec un grand expert de l'endocrinologie et de la diabétologie, et on parlait de nutrition. On parlait du régime alimentaire, et je lui ai avancé une chose. Il a commencé à discuter comme ça, en lancer un certain nombre d'idées. Je lui ai dit, mais tout ça, ça se trouve dans le Coran. Il m'a dit, ah bon? Je lui ai dit, oui, c'est résumé dans un seul verset. Un seul demi-verset, pardon. Il m'a dit lequel, et c'est un Marocain. Il m'a dit, je lui ai dit, et c'est justement ce verset-là, mangez et buvez sans toutefois exagérer. Ma propre conviction aujourd'hui, c'est pour cela que je termine par ça, ma propre conviction est que ce précepte-là est la base de la nutrition moderne. Et c'est pour ça que je conclus. Et c'est la conclusion, mais n'applaudissez pas encore s'il vous plaît, parce que je vais vous dire une seule chose, un dernier message. Cette brochure existe aussi en arabe. Merci.